de ce webinaire, c'est de présenter en fait un document que j'espère la plupart d'entre vous ont déjà consulté, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, on va le dérouler en fait là en séance, qui se trouve donc sur le site de l'ANS, qu'on appelle appel à financement. Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure, et qui décrit, alors c'est de la pré-publication, on n'a pas encore les textes officiels, mais ça devrait vraiment plus tarder. Quand je dis vraiment plus tarder, nous, notre deadline interne, c'est la semaine prochaine pour les mettre dans l'outil de l'État là pour que ça paraisse. Et donc ensuite, derrière, on espère qu'on a moins de 15 jours avant la publication officielle. Donc on est vraiment dans la toute dernière ligne droite. Ça veut dire que vous avez encore une semaine. Alors là, on est plus dans une phase de négociation, mais éventuellement, s'il y a des éléments à préciser, certains d'entre vous là nous sollicitent parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas clairs ou qui nécessitent voilà, d'être peut-être le phrasé retravaillé. C'est le bon moment, puisque après, c'est toujours un peu contrariant d'aller changer un arrêté, donc on n'a pas vocation à le faire. Donc il vaut mieux venir préciser maintenant ce qui doit l'être plutôt qu'ensuite. Donc n'hésitez pas, là, même a posteriori, dans les 3-4 jours qui arrivent, à nous faire des retours. Voilà, donc du coup, ce que je vous propose, c'est vraiment de partir. Donc ça, c'est pas le webinaire avec le meilleur support du monde, puisqu'on va prendre ce qui est public, là, le document, et puis on va le dérouler. Je vous propose qu'on le fasse sur un mode interactif, un peu comme on a fait jusqu'à maintenant dans les webinaires et là, les travaux de la task force. Donc vous m'arrêtez dès qu'il y a une précision, une question ou quoi que ce soit. J'ai prévu 1 heure, mais je suis dispo encore les 20 minutes d'après, donc je ne sais pas à quel point il y aura beaucoup ou pas de questions. Là, je vois, moi, que depuis qu'on a communiqué, là, depuis très peu de jours, hein, là, depuis 3-4 jours sur ces documents, on reçoit beaucoup de sollicitations, donc je comprendrais qu'il faille qu'on poursuive un petit peu au-delà de l'heure. Voilà, donc le site, moi je vous dis, je fais ANS Ségur Radiologie, c'est comme ça que je vais sur le lien en question. Vous pouvez le retrouver directement en allant dans Virage numérique, ici Ségur, puis Radiologie, donc qui est là, juste là. Voilà, donc là, on est dessus. Sur cette page-là, vous avez plusieurs documents. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est non pas le DSR qu'on a pas mal discuté jusqu'à maintenant, qui présente les exigences techniques et donc du coup ce qui va être vérifié pour être référencé par l'ANS. Mais ce qui nous intéresse là, c'est le document qui se trouve là tout en bas, qui s'appelle Appel à financement de l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins. Et donc, c'est ce document qu'on va dérouler. Donc là, je l'avais ouvert, mais donc je l'ouvre ici. Hop, je peux fermer l'autre version. Donc, est-ce que vous le voyez bien là actuellement à l'écran? Oui, très bien. Oui, très Ok. bien. Très bien. Ok, très bien. Très bien. Donc du coup, il est disponible pour tout le monde, hein. Vous pouvez tous faire en même temps que moi, hein, la même manip. Et donc, de toute façon, normalement, toutes les personnes là qui sont intéressées dans le Zoom devraient l'avoir vu ou vont se plonger dedans là très rapidement. Alors, juste un mot sur la nomenclature, il s'appelle AF RAD RIS VAD 1. Donc, AF, c'est pour le fameux appel et financement. RAD, c'est pour radiologie. RIS, c'est pour. Donc là, ça concerne le système d'information radiologique, mais vous avez compris, dans une seconde vague, on va aussi s'intéresser à la donnée image. Et donc, ça sera pas le RIS, là, on l'appellera soit PAX, soit plateforme d'intermédiation ou d'échange ou d'envoi de données ou je sais pas quoi. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a là un élément qui vient caractériser le logiciel. Et puis là, c'est la vague. Donc là, on est en vague 1. Il y aura vraisemblablement aussi une vague 2 pour le RIS. Voilà. Donc j'avance. Donc là, la table des matières, je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment. L'avertissement ici, il dit que le document qu'on va regarder ensemble, il n'est pas engageant tant qu'il n'y a pas eu la publication officielle. Donc, il devrait être un arrêté. On a beaucoup tourné autour de cette publication, mais ça devrait être donc finalement un arrêté. Et je vous dis donc, normalement, elle part dans le tuyau de l'administration avant la fin du mois et normalement, ça va assez vite ensuite, hein. Voilà, il y a quelques mini changements là que je sais déjà qu'on va faire, donc je vous les donnerai en séance, mais il y a vraiment très peu par rapport au contenu de ce document. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas à vous baser dessus là pour commencer à faire vos calculs, vos prédictions, etc. Alors j'avance, on arrive dans la partie présentation et définition qui est déjà assez importante. Je pense qu'on va passer un petit peu de temps là-dessus.
Donc le système d'information radiologique, alors je ne rentre pas dans le détail, il y a une description ici. En particulier, en fait, ce qu'on entend par CIR, c'est essentiellement ce qui vient programmer les modalités et ce qui vient gérer le compte-rendu. Alors parfois pas directement avec un logiciel tiers, mais en tout cas, c'est le logiciel qui s'occupe de l'envoyer au reste du SI lorsqu'il y a un autre du SI. Et c'est lui qui en stocke, entre guillemets, le compte-rendu de référence. Voilà. Sauf gros doute, on n'ira probablement pas vérifier parce qu'il ne devrait pas y avoir trop d'ambiguïté sur ce que c'est qu'un risque. Mais si jamais il y a un doute, on se réserve le droit justement d'aller vérifier qu'on est bien dans le cas qui est précisé là. La prestation Ségur, je viens la décrire un tout petit peu après. Donc, à nouveau, hein, n'hésitez pas à m'arrêter dès que nécessaire. Le client final, donc c'est votre client, c'est celui qui va bénéficier de cette prestation. Donc, je vais rentrer un peu dans le détail après, mais on est dans un dispositif un peu particulier d'achat pour compte qui est tripartite. On a un éditeur, on a son client, mais on a l'État qui vient payer la prestation, mais on a tout de même cette notion de client final qui est celui qui va bénéficier de ce logiciel. La solution logicielle, donc là, ce qui est important, c'est qu'on a appelé ça solution. Je ne sais pas si c'est le cas en radiologie ou pas, mais il se peut que derrière cette solution, il y ait un ou plusieurs éditeurs qui apportent une ou plusieurs briques de ce qui est nécessaire pour venir constituer la solution qui va être référencée. Et donc, dans tout le reste du document, là, ce qu'on appelle solution logicielle, c'est vraiment le bundle qui peut être un logiciel ou des logiciels, en fait, hein. Et donc, entre guillemets, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le bundle fasse la fonction, qui est derrière, il y ait un éditeur de 10, ça ne change rien pour nous, entre guillemets. Le fournisseur, donc ça c'est pareil, je ne sais pas, il doit y avoir quand même le cas en radiologie. Ce sont des définitions qui sont communes à énormément là, des secteurs d'activité et des couloirs, hein. Le fournisseur, ça désigne celui qui va vendre la solution logicielle sur le marché. Pourquoi on n'a pas mis l'éditeur? C'est que des fois, il y a une notion de distributeur, et donc c'est souvent l'éditeur, mais parfois un distributeur tiers. Lorsque c'est un distributeur, vous verrez, on demande à ce que du coup l'éditeur vienne bien certifier que le distributeur est bien un distributeur de la solution. Du coup, l'éditeur, c'est celui ou l'ensemble de ceux qui éditent le logiciel. La page web, c'est celle d'où on vient. Donc là, si je reclique, je vais vérifier, mais c'est donc bien la même adresse, hein, isanté.gouv.fr/ségur de la santé/radiologie. J'avance, donc la CPS, c'est la carte de professionnel de santé. Normalement, on n'a pas trop de sujets là-dessus. Le médecin radiologue, donc là, c'est assez important. Donc, le financement, il est restreint à une activité radiodiagnostique. Et donc, derrière, on considère donc l'activité, vous verrez, hein, il y a deux activités, à la fois des médecins radiologues libéraux. Et donc là, on vient uniquement prendre ceux qui sont enregistrés à l'ordre dans le RPPS avec une situation d'exercice dans la spécialité radiodiagnostique. Donc ça, dans la CPS, hein, c'est vraiment un chiffre qui est identifié. Et donc tous les numéros AM de cette spécialité viendront contribuer à la volumétrie. Et à l'hôpital, j'y viens juste après pour vous décrire ce qui est utilisé. Le numéro assurance maladie, donc ça, c'est un numéro qui est utilisé par tous les éditeurs de risques, hein. Pas mal d'entre vous, on a déjà échangé sur ce point-là. C'est le numéro qui est utilisé pour facturer, avec un premier code qui est codé à 2 chiffres, qui est le numéro le numéro du département. Ensuite, donc on a un chiffre, mais qui est forcément un 1, puisqu'il ne s'agit que de médecins radiologues, là, dans notre caractéristique. Donc de médecins, donc c'est un 1. Ensuite, il y a 5 caractères plus un chiffre clé. Donc le tout, ça fait 9 caractères. Et donc, vous allez voir, on met à disposition un petit outil qui permet de vérifier qu'on tombe dans la bonne tranche. Et donc, évidemment, il faut mettre que des numéros AM, sinon ça ne marche pas. Ensuite, une instance logicielle, c'est ce qu'on appelle un peu plus vulgairement, c'est un serveur, mais certains d'entre vous sont sur des solutions SaaS, donc on a dû un petit peu préciser. Et donc, ça correspond à une instance qui tourne sur un serveur physique ou logique. Et en gros, ce qui est important derrière, c'est la notion de base de données.
C'est-à-dire qu'une une même base de données égale au plus un serveur, plusieurs bases de données égale plusieurs instances. Voilà. Le point qui est très important, et on va le voir par la suite, c'est que nous, à chaque demande de financement, donc pour la plupart d'entre vous, vous le savez, hein, on a un barème de financement qui dépend en gros de la taille de l'établissement, mais qui est calculé sur la volumétrie. Cette volumétrie elle-même, elle est basée sur donc justement soit ces numéros AM qui permettent de se référer aux bases assurance maladie, soit le finesse géographique. Et en gros, en version courte de l'histoire, c'est qu'on a un très très grand tableau et à chaque fois qu'on a une demande de financement, on vient mettre check ce numéro AM et check ce finesse géographique. Donc évidemment, on ne peut pas avoir deux demandes de financement qui viennent être faites pour un même numéro géographique et ou un même numéro AM. Donc nous, on fera ces contrôles là directement à chaque demande de financement pour s'assurer qu'un même numéro, qu'il soit finesse géographique ou AM, ne soit pas utilisé deux fois. Ce qui veut dire qu'il peut parfois y avoir des ambiguïtés à votre niveau, notamment parce qu'il peut y avoir des risques qui produisent un examen, mais dont la facturation peut être réalisée par un second risque. Et donc là, dans ce cas-là, le risque qui doit être mentionné, c'est le risque qui produit l'examen. Et pas celui entre guillemets qui fait le relais pour aller facturer, quoi. L'adresse de messagerie, on va venir la préciser. Enfin, on l'a, c'est juste, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mise dans le document là quand on l'a sorti. Le nombre d'examens. Alors là, on rentre dans un élément qui est assez important. Le nombre d'examens annuels, c'est un chiffre synthétique qui est calculé sur la base de deux bases de données, en gros. Une première qu'on ne peut pas publier parce que ce sont des données nominatives et qu'on n'a pas le droit de le faire, donc ce sont les statistiques issues de l'assurance maladie. C'est pour ça qu'on met à disposition un outil qui permet d'obtenir la tranche de manière agrégée sans remonter aux chiffres précis d'activité pour l'ensemble des libéraux. Et de l'autre côté, donc ça c'est pour l'activité libérale, c'est la somme des activités réalisées sur le risque sur la base des numéros AM. Et la deuxième partie, c'est le nombre d'examens, c'est le nombre d'examens qui est basé sur les statistiques de la SAE. Alors là, ce que je vous propose, c'est de passer juste 2-3 minutes pour vous montrer en fait la base à laquelle vous avez accès et qui permet d'aller chercher. En fait, elle se trouve là. Donc, si je vais aller voir la requête que j'ai fait un truc du genre, vous faites SAE statistique, voilà. Hop, donc là, vous tombez dessus. Là-dessus, vous dites que vous êtes d'accord. Donc là, vous tombez sur cette page ici. Dans type de recherche, vous faites liste d'établissements. Ensuite, donc là, implantation en France. Dans statut, je pense qu'on les met tous. Donc on les sélectionne tous. Voilà. Et ensuite, sur établissement juridique géographique, donc là, on laisse vide. Et dans plus de critères, donc là, il faut aller chercher activité réalisée. Et dans activité réalisée, vous prenez activité d'imagerie. Voilà. Et là, quand vous validez, vous faites rechercher, ça mouline un peu. Et donc, donc là, vous avez sur la première page, sur 110 pages, et à la fin, 1095 établissements. Le finesse qui se trouve à gauche là, c'est celui qu'il faut utiliser pour la déclaration d'activité du RIS. Et donc, nous, on sait qu'on a calibré derrière au plus 1095, et donc on a les stats spécifiques. Nous, on les a extraites. C'est possible qu'elles soient disponibles sur cet outil. À vrai dire, je n'ai pas vérifié avant. En tout cas, là, vous savez que derrière chacun de ces finesses-là, il y a une activité qui est donc une activité d'imagerie qui est non nulle. Et donc, le chiffre qui est derrière, c'est celui qui est déclaré par l'établissement. Donc, sur la base de l'activité, donc la SAE, on a sur la base de l'activité 2019. Pour information, pour coller plus aux réalités, donc autant les établissements, ils ne bougent pas trop. Et donc, normalement, il ne devrait pas trop y avoir d'erreur là entre l'activité courante et ce qu'on a là sur les statistiques 2019. Autant sur l'activité libérale, les médecins bougent beaucoup plus que les établissements. Et donc, finalement, et je dirais à l'inverse des travaux qui ont été menés dans la task force radiologie, on avait accès aux statistiques de l'assurance maladie sur le premier trimestre 2021. Et donc, on s'est dit que c'était mieux de se baser sur les statistiques du premier trimestre 2021. Et donc, c'est ces statistiques qui vont faire référence, et sachant qu'on calcule du coup l'année entière en faisant 4 fois le premier trimestre. Le premier trimestre, il est calculé comme
l'ensemble des examens qui sont produits sur le premier trimestre et pour lequel la facturation a été envoyée entre le 1er janvier et donc en mai, je ne sais pas combien de jours, 30 ou 31, mais donc jusqu'à la fin mai 2021. Ce qui veut dire qu'il nous manque peut-être une toute petite queue de distribution. C'est les examens qui ont été produits au premier trimestre et qui n'ont pas été envoyés jusqu'à la fin du mois de mai. Mais donc on considère que comme l'immense majorité est envoyée de manière automatique, on devrait en manquer vraiment très très peu. En tout cas, on s'est dit que c'était ce qu'il y avait de plus fiable. Donc voilà, donc en termes de statistiques, d'un côté statistique 2021 numéro AM, de l'autre côté 2019, et donc c'est la base que vous avez actuellement à l'écran. Pour ceux qui veulent regarder les numéros finesse, à quoi ça correspond, j'en ai plusieurs d'entre vous qui m'ont posé des questions là, à ce sujet-là. Donc, vous avez aussi la base qui s'appelle finesse.santé.gouv.fr que vous pouvez questionner et vous pouvez aller chercher un peu plus dans le détail quelle finesse géographique appartient à quel établissement en termes de finesse juridique. Donc, vous avez toutes les informations qui se trouvent sur ce site-là. Mais a priori, en fait, cette base-là, c'est exactement celle qu'on utilise, hein. Donc, chiffre-là égale activité positive. Voilà. Peut-être, est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause là? Est-ce que vous avez déjà des questions sur un peu parce que c'est un peu le nerf de la guerre, hein, là, ce chiffre et cette compréhension-là. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, j'en ai une, Olivier, Mathieu Brimier. Précédemment, tu précises le numéro de la spécialité 06. Oui. Est-ce que la volumétrie des sages-femmes qui interviennent dans des cabinets sera intégrée? Non. Ni sage-femme, ni médecine nucléaire, ni cardiologie, ni les chirurgiens qui parfois produisent de l'image. Donc, on est vraiment sur la radiodiagnostic là. Donc, ni s'il y a des intervenants en 01 généralistes, donc ils sont exclus de la volumétrie. Alors, s'ils sont généralistes, mais que, non, les généralistes ne sont pas dedans, notamment pour tout l'écho, par exemple, donc ne sont pas inclus. Ok, merci. Et je vous donne je vous donne juste l'ordre de grandeur. Tout cumulé, on est aux alentours de 55 millions sur l'activité libérale et 35 millions sur l'activité hospitalière. J'ai une question, Rémi Tessier, Software. Donc, pour utiliser l'outil qui est mis à disposition pour récupérer l'activité, si je comprends bien, pour un site public, il faut donc utiliser le numéro finesse qu'on vient de trouver par la méthode qu'on vient de décrire. Oui. Et pour l'activité privée, il faut insérer, il faut introduire dans le questionnaire l'ensemble des numéros AM de tous les radiologues œuvrant sur le site privé. Exactement. Exactement. Ça veut dire, pour beaucoup d'entre vous, je pense, faire des moulinettes pour aller récupérer ces numéros parce que vous ne les avez pas nécessairement nativement, quoi. Donc, il faut faire une demande unique si on a un multisite à, je sais pas, 15 radiologues, par exemple. Exactement, exactement. Sauf Et si mettre vous les 15 avez numéros deux AM. instances qui gèrent ces multisites. Mais sinon, vous mettez tout sur la même demande, en fait. Ok. Merci. D'autres questions là-dessus avant qu'on rentre un peu plus dans le doc? Non. Bon, écoutez, on démarre. Donc, sur la partie service radio, en fait, un service de radio, j'ai mis service, mais c'est service au sens public ou privé. Donc, on utilise rarement le mot service pour l'activité libérale, mais il fallait bien trouver un mot. Donc, c'est vraiment de manière indifférenciée, public ou privé. Et en gros, c'est donc tout lieu d'exercice de la radiologie diagnostique qui a un nombre d'examens annuels qui est non nul. Donc, sur la base de ce qu'on s'est dit juste avant. L'instance logicielle, donc on en a parlé, et notamment le fait qu'un même site et ou un même numéro M ne pouvait pas contribuer à plusieurs instances logicielles. Alors le service de calcul, j'aurais dû le mettre. Donc ça, c'est un petit formulaire qu'on met à disposition pour vérifier en fait que le calcul du nombre d'examens est le même en gros entre vous et nous, quoi, hein. Donc vous êtes pas mal hein, d'entre vous là à m'avoir déjà écrit, mais c'est moi qui suis le gatekeeper de la whitelist pour avoir accès à cet outil. Donc si vous n'avez pas encore accès à cet outil, écrivez-moi. Donc je vais le mettre là à l'écran. C'est olivier.clatz@santé.gouv.fr. On le mettra dans le document, hein.
vous m'écrivez un email, vous me dites sur quel email vous voulez recevoir les résultats. Et donc, moi, je vous donne accès à l'outil et surtout, je vous mets dans la whitelist de ceux qui ont le droit de poser des questions. Si vous n'êtes pas dans la whitelist, vous ne recevrez jamais l'email. Donc voilà, donc c'est moi qui suis le gatekeeper là, de cette whitelist. Donc voilà, vous pouvez m'écrire dès maintenant. Je vous dis, il y en a déjà beaucoup d'entre vous là qui sont sur la whitelist. L'ASP, ça va être notre opérateur de paiement. Donc l'ANS, vous l'avez vu hein, si vous avez regardé le dossier de spécification de référencement. Donc le côté plutôt technique, c'est l'ANS qui s'occupe de ces aspects techniques et l'ASP qui va s'occuper en gros des demandes de financement et de paiement, tout simplement. DMP, MSS, je ne vais pas vous rappeler ce que c'est. Donc la MOM, alors on utilise des termes, c'est pareil, hein, qui sont plutôt marché public et dans le privé, ce n'est pas souvent utilisé, mais il fallait bien utiliser des mots communs. Donc la MOM, c'est lorsque le fournisseur déclare qu'il a bien fait son travail, donc on verra ce que ça veut dire par la suite. Et la vérification d'aptitude, c'est lorsque le client a vérifié. Et vous allez voir, suivant les scénarios d'installation, on demande l'un ou l'autre. Alors, ensuite, donc, présentation. Donc, si vous voulez, vous avez un document, là, c'est pareil, qui est sur le site de l'ANS, qui présente un petit peu plus globalement donc, tout le programme Ségur. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent par les webinaires ou les interactions qu'on a pu avoir, mais n'hésitez pas à aller le voir. Et j'en profite au passage pour dire, n'hésitez pas à nous solliciter pour contribuer auprès de vos clients. Alors, on ne le fera pas 15 fois par société, mais un webinaire ensemble auprès de vos clients pour crédibiliser votre démarche et dire oui, c'est bien un programme de l'État et donc on a bien l'intention de mettre ces financements et pour venir l'expliquer à vos côtés. Ça, on le fait volontiers et évidemment de manière indifférenciée, autant que notre agenda le permet. Et par ailleurs, on va donc là, dans les semaines à venir, essayer de produire un maximum de documentation pour vous, mais avec, voyez, la Marianne, la partie radiologie, en disant, voilà, l'État met en œuvre ça, des documents que vous pourrez utiliser auprès de vos clients pour dire, voilà le programme que l'État est en train de mettre en place, vous aurez la documentation, et donc tout le but étant de crédibiliser la démarche de prospection que vous aurez auprès de vos clients. Donc je poursuis. Le point qui est important là, donc ce paragraphe-là, celui qui est sur le système ouvert et non sélectif, en fait, c'est une description un petit peu générique qui se trouve dans tous les documents de ce type-là. On va probablement l'extraire et en faire, c'est pareil, un document de référence et qui n'aura pas finalement vocation à être dans l'arrêté, mais qui a vocation à grosso modo expliquer le cadre général. Vous m'avez peut-être déjà entendu en parler. Je vais quand même prendre le temps, là, 5 minutes, de vous expliquer dans quel cadre on est pour voilà, préciser un peu comment ça va se mettre en place. Donc l'acronyme là un petit peu barbare, SONS, donc ça veut dire système ouvert et non sélectif. Pourquoi ouvert et non sélectif? Parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un marché public où on va venir sélectionner des offres et un nombre plus restreint d'offres que celles qui nous sont proposées. Mais c'est l'inverse en fait, on définit des critères et quiconque rentre dans ces critères et entre guillemets donc vient se faire référencer à l'ANS a le droit en fait du coup de rentrer dans le dispositif. Et donc il est non sélectif et ouvert en ce sens parce que quiconque remplit les critères a de plein droit le droit de rentrer dans le dispositif. Ensuite, donc sur les différentes étapes de ce système, alors on va le faire directement sur l'espèce de schéma, je vais dézoomer très léger, peut-être il n'y a pas besoin. Hop, ouais, on peut le faire là. Donc dans les différentes, il y a différentes phases, je vais essayer de vous décrire comment ça se passe. Donc l'arrêté, je vous ai dit, ça on l'attend maintenant pour très bientôt et ça sera essentiellement un rappel du document que vous avez actuellement là à l'écran, plus de l'autre volet, le volet technique. Donc ça sera 2 annexes en fait de l'arrêté et l'arrêté il dira pas grand chose de plus que voilà les règles du jeu document AF, voilà les spécificités techniques, le DSR. Et donc ça je vous dis pour nous notre deadline à nous en interne c'est semaine prochaine et ensuite c'est le temps de processing des services de l'État. Ensuite, donc à partir donc ça c'est un peu le T0. Et donc là, encore une fois, hein, on est sous un mode de communication pré-publication, mais c'est vraiment l'arrêté qui donne le texte officiel.
Ensuite, donc à partir de ce T0, on rentre dans une phase où vous pouvez déjà, en fait, même si vous n'avez pas encore rempli l'ensemble des critères techniques, vous pouvez commencer à aller voir vos clients et donc à formuler des devis. Alors, il y a un certain nombre de contraintes qui seront dans les devis, mais vous pouvez leur proposer la solution. Et donc, eux, ils peuvent passer commande. Alors, si vous n'êtes pas encore référencé, ça va être non pas une commande ferme, mais une commande sous condition d'être référencé. J'anticipe un petit peu sur la suite du texte. Pour éviter qu'il y ait un blocage des clients trop en amont, on impose au maximum 4 mois, 120 jours pour être précis, de validité entre la date de cette prise de commande, si elle est sous condition de référencement, et la date où le dossier est envoyé complet à l'Agence du numérique en santé. Et donc, si jamais il y a plus de 120 jours, la demande en fait du premier paiement, là, du paiement d'avance, sera rejetée. Ensuite, j'avance. Donc là, je vous ai fait le scénario dans l'hypothèse où vous commencez en fait dès la date de l'arrêté. Là, certains d'entre vous d'ailleurs ont déjà commencé à communiquer sur le dispositif. Donc, vous ne pouvez pas formellement la prendre de commande maintenant, mais dès que c'est sorti, là, vous pourrez. Donc, on se met dans le scénario où on est dans des commandes sous condition de référencement. Ensuite, donc là, les étapes 4 et 5, c'est la soumission de votre dossier donc, de référencement auprès de l'ANS. Et donc, si tout se passe bien, l'ANS qui vous référence, qui vous donne un numéro donc, du coup, de référencement, qui publie sur son site donc, la solution logicielle, le nom de la société, et aussi potentiellement, hein, encore une fois, ça dépend des possibilités, mais les distributeurs, si jamais vous avez des distributeurs, pour que vos clients ne soient pas surpris s'ils ne voient pas la société éditeur, mais qu'ils voient un distributeur éventuellement. Ensuite, donc, comme je vous le disais, donc, ce qu'on appelait les fournisseurs avec le F majuscule là, hein, donc c'est à la fois les éditeurs et les distributeurs, de plein droit, peuvent venir conventionner avec l'ASP, donc l'Agence des services et paiements de l'État. Et donc, du coup, bon, là, c'est envoi de la convention dans un sens et dans l'autre. Il n'y en a qu'une, évidemment, en tout et pour tout, en tout cas en tout et pour tout par logiciel référencé. Donc, certains d'entre vous ont peut-être plusieurs logiciels, il n'y en aura pas des millions. Si vous en avez 2 ou 3, il est probable que vous ayez 2 ou 3 conventions. Ensuite, donc étape 6-7, on arrive ensuite à l'étape 8-9. Donc, dès que vous avez cette convention qui est signée, vous pouvez commencer à déverser, enfin c'est comme ça que je le vois moi, hein, les commandes que vous avez déjà eues. Donc, ces commandes potentiellement sous condition de référencement que vous auriez eues avant et puis celles que vous avez obtenues après le référencement. Et toutes ces commandes, alors sous l'hypothèse que le dossier est bien conforme, etc., on va rentrer dans le détail, mais donnent droit au versement d'une avance qui est de 30% du montant du barème. Pareil, on va voir le barème juste après. Donc, vous pouvez venir déjà, dès cette étape, venir financer la partie avance. Ensuite, on rentre dans les 2 étapes ici, donc c'est le 10-11. Les étapes qui sont, je livre auprès de mon client. Suivant les configs d'installation, on y revient un petit peu après. Soit on est dans une MOM, soit on est dans une VA. Donc, soit on a besoin simplement d'une déclaration d'éditeur, soit on a besoin d'une vérification du client. Donc, c'est la partie 11. Et ensuite, 12 et 13, vous amenez les pièces qui permettent de venir demander le paiement du solde. Donc, si tout se passe bien, encore une fois, si le dossier est conforme, le paiement du solde. Donc évidemment, il y a des conditions, hein, on va rentrer dedans un petit peu après, mais voilà le schéma global qui s'applique d'ailleurs à l'ensemble des secteurs d'activité. On rentre dans le détail un tout petit peu après, mais on peut déjà, si vous voulez, prendre un tout petit temps de respiration ici aussi, si vous avez des questions sur ce dispositif. Oui, Olivier, Laurent Pomarès, NES Digital. L'avance, elle est versée sous condition, mais est-ce qu'il y a des conditions de réalisation derrière? C'est-à-dire, on verse une avance, mais il faut avoir fait une MOM 45 jours, 60 jours ou Non, pas? on s'est posé la question, la réponse claire, c'est non. D'accord. C'est non, Et on là, s'est dit que c'était votre intérêt de livrer assez vite vos clients. on est Il est d'accord. possible aussi que vous ayez un rush et donc voilà, enfin, on sent que ça va être parfois un peu tendu là, donc on s'est dit il n'y avait pas besoin d'en rajouter quoi. D'accord. Et l'avance, elle est au enfin, elle est versée au fournisseur, hein. Elle Tout n'est à pas fait. versée au client, hein, on est bien d'accord. Ah, tout à fait, c'est bien ça.
C'est bien ça. Au fournisseur avec un grand F tel qu'il est défini là. Et en gros, il y a 2 conditions. Oui. Hein. C'est être référencé et pour chaque commande, il y a le droit à cette avance. Complètement. Et le fournisseur gère ses éventuels partenaires s'il y a partenaire. Voilà, donc après, voilà, s'il y a Voilà. un mécanisme de distribution, ça, après, ça ne nous regarde pas, quoi. Nous, par contre, on deal avec celui qui a le contrat client. D'accord. Donc, juste Kylian Lopez pour EDL, pour aller plus dans le détail de ce qui vient d'être dit, c'est bien le fournisseur et non l'éditeur. Hein. Tout à fait. Ok. Tout à fait. En fait, c'est celui qui détient le contrat client à la fin. C'est-à-dire que donc il y a 2 mécanismes en gros. Enfin, moi, je suis pas un expert de ça, mais j'ai connu ça dans une autre vie. Il y a la distribution du type j'achète, je revends et j'ai le contrat avec le fournisseur. Et donc là, c'est bien lui qui serait le fournisseur tel que défini dans le document là. Il y a aussi celui qui a une sorte d'apporteur d'affaires, mais qui ne détient pas le contrat à la fin. Et à ce moment-là, c'est celui qui détient vraiment le contrat qui détiendra qui verra verser l'avance et le solde. Ok, parfait. Merci. D'autres questions là-dessus? Ok, bah, je vous propose d'avancer. Donc là, c'est le calendrier. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc sur le calendrier, donc je vous ai dit, hein, la date d'ouverture et le document qui fait référence, c'est lorsque l'arrêté paraît au JO. Donc ça, ben, je ne peux pas vous dire encore, mais ça devrait être dans pas trop longtemps. Mais encore une fois, hein, on a 99% à l'écran là et il n'y aura pas de grosses surprises en fin de course là. L'ANS ouvrira donc au plus tard le 31 août le site qui permet d'envoyer les demandes de référencement. Donc ça, la date est connue. Ensuite, donc ça, cette date, elle est encore à confirmer là de notre côté. C'est la date à partir de laquelle vous pouvez envoyer la première demande de paiement auprès de l'ASP. Donc ça, on doit la préciser dans les 15 jours qui arrivent. Disons que ça sera probablement soit fin octobre, soit tout début novembre. Voilà. C'est grosso modo ce qu'on espère. Ensuite, donc là, la date du 15 mai, c'est la date à partir de laquelle vous ne pourrez plus envoyer de dossier à l'ANS pour vous faire référencer. Pourquoi on a pris cette date? Parce qu'on sait que derrière, il y a du temps de référencement. L'ANS s'engage sur les 6 semaines, là, modulo s'il y a évidemment des allers-retours. Et donc, ça ne servait à rien d'aller jusqu'au bout du dispositif si on savait que de toute façon, il n'y avait plus le temps de référencement. Ensuite, le 15 juillet, ici, c'est la date où on ferme le dispositif au sens des premières demandes, donc des demandes de paiement d'avance. C'est-à-dire qu'à compter de cette date, on ne devrait plus avoir de nouveaux dossiers qui arrivent chez nous. Il y a nous on appelle ça les coûts partis. Donc il y a éventuellement évidemment des clients qui ont fait des commandes qui n'ont pas été encore livrées et donc qui seront livrés par la suite. Mais par contre, pas de nouveaux dossiers qui nous arrivent. Ce qui nous permet par ailleurs, du coup, dès le 15 juillet, de connaître notre prévisionnel d'engagement sur l'ensemble de la vague. Et vous l'avez compris, il y aura une deuxième vague et donc qui pourra sortir presque juste après, là, hein, puisqu'on aura l'ensemble des chiffres pour l'ensemble des couloirs qui nous permettent de faire nos calculs. Et donc, du coup, pour la livraison, vous avez jusqu'au 15 octobre 2022, donc dans un an et quelques là, pour livrer, c'est-à-dire avoir la production soit de la MOM, soit de la VA. Encore une fois, on reviendra sur dans quel cas on a l'un et ou l'autre. J'ai une question liée. Donc Rémi Tessier, Software. Le référencement, c'est uniquement une identification du logiciel ou c'est commencer à valider via les preuves que ça répond aux exigences? Alors, le référencement, c'est la vérification de l'aptitude technique du logiciel. Entre guillemets, sur banc d'essai, c'est-à-dire non installé chez un client, mais avec l'ensemble des preuves qui permettent de démontrer la capacité technique. Donc là, vous avez le dossier de spécification et de référencement. Il est sur le même site, hein, là, si j'y retourne. J'ai vu qu'il y en avait 2. Je vous avoue que voilà, l'important pour vous, c'est l'Excel. Donc, je ne sais pas lequel des 2 c'est, mais c'est lui qui décrit la liste de l'ensemble des exigences. Et c'est ça qui sera vérifié lors du référencement. Et ça ouvre dès le 31 août. Ça ouvre dès le 31 août, exactement.
Et sachant que derrière ça, pour ceux qui l'ont déjà regardé, il y a une partie qui se fait préalablement au CNDA. Donc c'est un truc en 2 étapes, hein. C'est-à-dire que pour venir se faire référencer à partir du 31 août, une partie des preuves viennent en fait de tests qui sont réalisés par le CNDA. D'ailleurs, pour ceux qui faisaient partie de la task force là, qui a travaillé sur ces éléments, on s'est posé la question de savoir si on devait faire en gros en série ou en parallèle. Et le consensus éditeur était plutôt de faire du série là. Ok, merci. Donc, je vous propose d'avancer. Alors, donc les commandes, donc là, pas de surprise, on vient de le détailler. Prestations Ségur, on vient de le détailler. Donc j'avance. Les pièces à produire. Alors, je vais essayer juste de me concentrer sur ce qui peut être important. On va peut-être, je ne sais pas exactement sous quelle forme on va le faire là, puisque en fait, pour vous permettre d'aller plus vite, ça va vraisemblablement à la fin ressembler soit à un formulaire web mais qui est apaisable, soit parce qu'on veut aller assez vite, notamment sur la partie bio et radio là, sur des Excel à remplir. Donc à la fin, c'est de l'information structurée qu'il faudra rentrer pour l'ensemble des dossiers là. Donc le formulaire de demande, je ne rentre pas dans le détail. Donc évidemment, évidemment hein, pour faire une demande de conventionnement auprès de l'agence et services de paiement, vous avez compris qu'il faut être référencé. Donc vous aurez un rapport de référencement délivré par l'ANS. Ensuite, rien, je pense, de très excitant. Je continue d'avancer, donc continue de conditions d'octroi du conventionnement. En gros, c'est 2 pleins droits à éditeur ou distributeur de la solution. Si c'est distributeur, il faudra qu'il démontre via un mandat que l'éditeur lui a bien autorisé à distribuer cette solution. J'avance. Donc, conditions de prise en charge par l'ASP. Donc, cette prise en charge, elle est conditionnée au fait de la réalisation de ce qu'on appelle la prestation Ségur. Là, vous allez voir, hein, qui apparaît plusieurs fois ensuite dans le document. Donc, j'avance. Conditions relatives au conventionnement avec l'ASP. Donc, vous, chaque éditeur, va venir conventionner ensuite avec l'ASP. Alors, je suis juste en train de voir le document là. Conditions d'octroi du conventionnement et conditions relatives au conventionnement. Oui, donc là, on est dans les conditions, pardon. Donc, j'avance. Que si l'éditeur distribue la solution, OK. Et ensuite, on avance, on arrive sur les conditions relatives aux bénéficiaires. Donc là, que des redites de ce qu'on s'est déjà dit. À chaque numéro, AM et finesse peut décompter que d'une seule instance. Donc pour vous, on s'est demandé, alors éventuellement si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le nous maintenant, mais comme je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être très automatisées, on s'est dit que finalement c'est mieux d'avoir un seul format et autant de demandes que d'instances, plutôt que d'essayer de faire en gros des formulaires où on pourrait en mettre plusieurs, mais du coup on aurait 2 cas, le cas unique et le cas plusieurs, et que de toute façon à la fin, vu que ça allait être automatisé pour pas mal de fois, autant envoyer 10 fois une unité plutôt que d'essayer de faire des compromis, quoi. J'avance là-dessus, conditions relatives aux prestations. Alors là, on arrive sur un point qui est important, c'est il y a quoi dans cette prestation et qu'est-ce que ça paye? Donc ça paye une opération d'ensemble. Le mot ensemble, ça veut dire que c'est l'ensemble de ce qui est décrit par la suite qui est inclus, c'est pas du compte-gouttes, quoi. Ce qui est visé, c'est l'envoi systématique et automatique des documents de santé. Donc avec INS qualifié, on va revenir dans le détail à la fois au DMP et par messagerie sécurisée de santé aux patients et aux correspondants. Donc ça, c'est entre guillemets la cible. Il faut que ça marche comme ça. Et ensuite, comment on arrive à cette cible? Donc les moyens, et ce qui fait partie de cette prestation. Donc d'abord, les droits d'utilisation de la solution logicielle. Quand on dit ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraisemblablement, hein, l'immense majorité, si ce n'est la totalité des clients finaux là, ont déjà une solution RIS. Et donc, ce dont on parle là, c'est l'octroi des droits pour le bundle de la prestation qui est complémentaire, parce que vraisemblablement, ils ont déjà les droits d'utilisation de leur RIS. Donc, c'est vraiment le package en plus. Pour ceux, dans les cas particuliers,
qui vont arriver, hein, où c'est un client qui était en phase de renouvellement ou qui va même changer à ce moment-là, à la fois dans le devis et dans la facture, il faudra couper. C'est-à-dire que même si c'est un peu, je dirais, là, comment le dire, même si ça ne vient pas refléter une réalité parce que le client change tout d'un coup, il faudra faire apparaître en fait le bundle Ségur en plus du logiciel entre guillemets de base. Donc ça veut dire qu'il y aura 2 lignes dans le devis, enfin s'il n'y en a que 2, il y en a peut-être plus, mais en tout cas, il y aura 2 lignes et le bundle Ségur sera bien isolé pour pouvoir vraiment faire apparaître la presta Ségur et faire apparaître le barème de financement qui correspond. Donc ensuite, dans ce qui est pris en charge, donc à la fois donc les droits d'utilisation sur ce bundle, et donc ces droits d'utilisation, ils s'entendent dans la limite de 6 ans, et ces 6 ans, ils sont comptabilisés potentiellement tous les renouvellements, qu'ils soient automatiques ou non, intégrés. C'est-à-dire, il se peut qu'il y ait un contrat qui est là, un client qui a un contrat de 3 mois, mais qui va le renouveler encore pendant 6 ans derrière. Donc là, pour le coup, ça comptera les 6 ans. S'il a 3 mois et qu'il renouvelle de 2 ans, à la fin, ce sera 2 ans à 3 mois, etc. Ensuite, on entend dedans l'installation, la configuration, la qualification, intégrant donc l'ensemble des demi-connecteurs entrants et sortants. Normalement, en radiologie, il ne devrait pas y en avoir trop, hein, on devrait être vraiment très limité. Je pense surtout sur les sortants, à mon avis 2 ou 3 maximum, qui permettent de faire fonctionner le logiciel. Les frais de maintenance de ce composant-là, hein, si on considère que c'est un composant ou une prestation, sont inclus. C'est pareil pendant toute la durée du contrat avec ces renouvellements. Sous l'hypothèse, donc ça c'est un truc qu'on a précisé, donc je précise, frais de maintenance, on est sur la maintenance corrective, donc on est plutôt sur la garantie, c'est-à-dire que si le logiciel ne permet pas de remplir la prestation telle qu'elle est décrite dans le DSR, donc sans potentielle évolution réglementaire ultérieure qui ne font pas partie du périmètre, donc exclusivement sur le périmètre de ce qui est défini dans le DSR au moment de l'arrêté, si jamais il y a un bug, en gros, il doit être corrigé. Et donc ça c'est engagement de support là-dessus sur 6 ans. Et c'est conditionné au fait, par ailleurs, que le client ait bien sur son logiciel de base lui-même un contrat support. C'est-à-dire qu'un client qui a absolument aucun contrat sur le reste du logiciel ne bénéficiera pas de ce support sur le bundle supplémentaire. Cette maintenance corrective est sans incidence sur tout le reste. Donc en gros, s'il y a des clauses dans vos contrats qui s'opposent à ce que je viens de dire, elles viennent les écraser, mais sinon tout le reste reste tel qu'il est, quoi. Voilà. Et donc le dernier point, c'est ce que je vous ai dit, conditionner l'existence d'une bonne exécution d'un contrat de maintenance de la solution logicielle. Ensuite, donc je poursuis, hein, je fais tout le bundle de la prestation et puis après je prends vos questions. Les prestations donc d'accompagnement, donc ça on sait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui accompagnent leurs clients sur l'obtention des certificats logiciels de type org, et on se dit que c'est important de faire ce travail, et donc ça fait partie du bundle qui est payé. Ensuite, donc je poursuis. Les prestations de formation. Donc dans formation, là, qu'est-ce qu'on entend? On entend ce qui est nécessaire, en gros petit 1, pour comprendre les changements qu'il va y avoir dans l'organisation, notamment reliés à l'INS, qui est probablement l'élément d'organisation changeant ou transformant dans l'activité des services de radio. Et deuxièmement, pour les évolutions qu'il peut y avoir dans l'interface graphique du logiciel, qui puissent se les approprier. On se dit que donc du coup, il y a ce besoin de formation, il dépend évidemment de la taille de l'établissement. S'il y a un radiologue ou derrière un énorme CHU, c'est évidemment pas le même besoin. Et donc c'est pour ça que là, donc je dirais la contrainte, elle est fonction de la tranche. On voit après juste après ce que ça veut dire. Là, c'est tranche A, B jusqu'à H. Et donc on laisse une certaine latitude, et c'est à vous de voir avec votre client final. À la fois sur le type de formation, donc
formation e-learning toujours inclus, c'est-à-dire que le client doit pouvoir toujours aller sur un site web et aller regarder une information, se former. Et en plus, donc webinaire, ça veut dire qu'il y a un vrai humain au bout du fil qui répond aux questions. Alors je dis au bout du fil, ça c'est pareil, c'est à vous de voir. Je pense que suivant les cas et la relation commerciale que vous avez, vous ferez l'investissement d'aller auprès du client. Sur d'autres cas, peut-être que c'est pas rentable d'y aller ou peut-être que voilà, c'est des clients qui ne souhaitent pas d'ailleurs vous avoir en face. Et donc ça, c'est à voir avec eux. En tout cas, l'engagement, il est au minimum de webinaire. Et après, c'est à vous de voir, mais il y a pas on ne force pas à ce qu'il y ait une présence physique. L'objectif derrière aussi, c'est de pouvoir industrialiser le plus possible en fait ces déploiements. On sait que chaque déplacement, ça coûte en temps, ça coûte en argent, et que là, on est sur des volumes trop importants pour se dire qu'on y arrivera s'il y a des déplacements. Et je pense que du côté des clients, ça sera probablement apprécié, notamment post-crise Covid. On est de plus en plus habitué à faire ces séances de webinaire. Donc voilà, donc là, vous avez le mini et le maxi. Et je pense qu'il faut voir avec le client, sachant que les très gros clients, on est clair que là, on ne forme pas nécessairement directement le personnel utilisateur final, mais dans certains cas, les plus gros, là, les catégories F à H, je pense qu'au moins la moitié de ces séances sont destinées à former des formateurs, hein. Parce qu'on a derrière des centaines de personnes, peut-être vous, les plus gros, je n'ai pas fait le calcul, mais il y a peut-être des milliers d'utilisateurs de vos logiciels sur les plus gros CHU. Donc voilà, faut calibrer, quoi. J'avance, la livraison machin, suivi de l'ensemble du projet. Ouais, je sais pas si ça amène à commentaire. Le point qui est important, c'est qu'est-ce qui n'est pas compris aussi dans cette prestation Ségur. Donc cette prestation Ségur ne couvre pas le financement des boîtes aux lettres. Donc il y a pas mal probablement de vos clients qui ont des boîtes aux lettres. Tous n'en ont pas, on le sait. Et donc ça, on est transparent, on a été transparent avec les radiologues des établissements de santé. Ça n'est pas pris en compte, ça n'est pas pris en charge par le forfait qu'on mentionne là. Ça veut dire que soit eux directement, soit vous les aidez, mais il va falloir qu'ils s'équipent de ces boîtes aux lettres. Et vous avez compris, pour toute l'activité en exercice coordonné, boîte applicative et ou organisationnelle. Ce qui est important aussi, c'est que, donc c'est ce que je mentionnais tout à l'heure là sur le changement de logiciel. Il y a certains de vos clients qui ont peut-être des solutions que vous allez décider de ne pas faire évoluer parce que voilà, c'est peut-être des gammes que vous allez abandonner ou l'investissement est trop important pour les faire passer au niveau là, de ces prestations Ségur. Et donc, on sait bien qu'il va y avoir un coût là, au changement complet de logiciel. Parfois même, c'est des changements associés d'infrastructure. Et donc ça, le financement ne couvre pas en fait ces changements de logiciel complet. Donc après, c'est à vous de voir dans votre relation commerciale comment vous traitez ça. Est-ce que vous faites un rabais? Est-ce que vous le faites d'office parce que ça vous arrange? Est-ce que vous le faites payer sur le prix catalogue usuel? Donc en tout cas, nous, on ne rentre pas là-dedans. Mais un changement complet de logiciel, ce n'est pas inclus dans le prix de la prestation. Et donc tous les coûts éventuels de changement d'infrastructure, que ce soit informatique, que ce soit du réseau, etc., changement de Windows, je ne sais pas, bah ça, c'est pas inclus non plus. Voilà, peut-être qu'on s'arrête là déjà parce que c'est un gros morceau, hein, le morceau de la prestation. On s'arrête là pour éventuellement échanger sur ces points-là. J'ai une petite question, toujours MTC Software Médical, justement sur le dernier point qu'on vient de voir là. Ces clients-là qui seraient potentiellement réfractaires à un changement de logiciel, quels sont les moyens de pression que l'on aurait pour finalement leur proposer une autre solution compatible? Est-ce qu'ils ont un timing en termes d'obligation? Ouais, je pense que ça c'est important. On se pose la question. Beaucoup d'éditeurs là nous demandent. Donc, en gros, si je caricature, nous, on manie plutôt la carotte et le bâton, mais on manie la carotte avant le bâton. Donc, on ne vient pas, là, c'est assez clair, au jour de l'ouverture, qui est là vraiment dans quelques jours, il n'y a pas d'obligation d'engagement. Par contre, là où on est aussi très clair, c'est qu'à l'horizon du Ségur et probablement avant, tout ce dont on se parle là va être obligatoire.
C'est-à-dire que nous, on discute, on l'a présenté là au comité de suivi. J'espère que vous avez eu les slides d'ailleurs de vos différents représentants là qui vous les ont transmis. Ça va devenir une obligation réglementaire. On en a déjà discuté avec les radiologues, donc je ne sais pas quelle sera la date, mais on espère pouvoir l'annoncer dès les prochaines JFR, là, donc dès la fin de l'année, avec une obligation de mise en œuvre donc, de ce parcours de soins radiologique numérique avant la fin 2022. Donc les obligations pour les radiologues, encore une fois, hein, c'est une discussion qu'on va avoir avec la communauté radiologique, mais on a déjà commencé à l'engager, donc je me permets de le mentionner. Ça sera probablement avant la fin 2022. Donc à la fois sur la partie parcours de soins numériques, donc en gros obligation d'envoi de ces comptes rendus là dans ce que j'ai appelé le parcours de soins, mais c'est la messagerie et le DMP. Et puis on est aussi assez clair, y compris auprès des éditeurs, sur le fait qu'on va rendre opposables les référentiels opposables, ça veut dire qu'il n'y aura plus le choix, quoi. Ça fera partie des obligations réglementaires des éditeurs. Ça veut dire que ça ne sera plus optionnel non plus dans vos logiciels. C'est-à-dire qu'on rendra impossible le fait que ça devienne une option d'être en accord avec la loi. En gros, nous, notre philosophie, c'est pas optionnel de respecter la loi. Donc, jusqu'à maintenant, il y avait un jeu qui était, je pense, pas très sain, qui était de dire, en tant qu'éditeur, c'est pas à nous de prendre la responsabilité d'être conforme à la loi ou non. On propose aux clients de se mettre en conformité avec les exigences réglementaires ou pas, et ils payent. Demain, ça sera plus possible, ça. C'est-à-dire qu'un éditeur ne pourra plus mettre sur le marché un logiciel qui est non conforme réglementairement. Et ce serait à quelle échéance, du coup, ça? Bah, c'est pareil, on va enclencher là si vous avez les timings, ça sera là sur la fin d'année, dès septembre, on va commencer à discuter de ces éléments-là. D'accord. Et donc ça, on est aussi assez clair. Donc on est assez clair des deux côtés, à la fois côté utilisateur, établissement professionnel de santé, et assez clair côté éditeur. Ça va devenir une obligation. Autrement dit, ça ne pourra plus être payant d'être conforme avec la loi. D'accord. Et ce, que l'on soit dans le domaine du public ou dans le domaine du privé, on est bien d'accord. Complètement. Alors là, franchement, ça s'applique Non, de il n'y a manière pas complètement de. indifférenciée. Voilà. Alors, Ouais. soit j'ai loupé, excuse-moi, je rebondis par rapport à ma question, Olivier. Comment ça se passe par rapport au public? Il va y avoir des dérogations, puisque j'ai peut-être loupé un passage de la présentation, désolé, parce que j'étais obligé de m'absenter du fait d'un coup de téléphone, mais parce que je suis pas certain qu'on soit capable de gérer ça uniquement avec des avenants d'exclusivité, si d'aventure il y a des offres transversales qui permettraient de dématérialiser justement. Donc, Alors, est-ce que la personne publique va avoir des dérogations pour pouvoir passer des marchés sans mise en concurrence éventuellement et pour alléger la structure administrative, puisqu'on a un timing ensemble qui est extrêmement court, hein. Un an, c'est même pas court, c'est encore plus court que court. Donc, c'est juste l'interrogation par rapport à la personne publique. Alors, je finis juste la réponse, Laurent, à la fin de la question précédente. Donc, il y a les leviers réglementaires et aussi il y a les incitations financières. Oui. Et là, qui arrivent à la fois pour les libéraux et les établissements de santé. La partie libérale, elle est en négociation en ce moment, donc je ne peux pas vous dire ce qui va arriver, mais ça devrait sortir dans plus trop longtemps. En tout cas, on l'espère, hein, qu'on va aboutir. Et sur la partie hospitalière, c'est pareil, on est vraiment là sur le bout du tunnel, puisque nous, on passe en CNP, donc c'est l'instance interne là, qui permet de valider l'instruction globale, le 29. Donc normalement, ça devrait sortir avant la première, enfin, dans la première quinzaine d'août. Là, la partie incitative à l'usage, y compris sur le volet radiologie. Alors, Laurent, pour répondre à ta question, donc même si c'est un mécanisme d'achat pour compte, il ne permet pas de s'abstraire totalement du code des marchés publics. Et donc, en particulier, là, on va publier, alors on ne l'a pas encore sorti, donc je ne peux pas te dire exactement tout ce qui est dedans, mais on a déjà un petit peu étudié le sujet. Lorsqu'on est sur une évolution d'un logiciel pour lequel donc l'hôpital plutôt est sous contrat, il y a des conditions qui lui permettent d'aller plus vite que de repasser un marché. Alors, je ne les connais pas toutes par cœur, mais il y a des niveaux de seuil. Et pour un certain nombre d'établissements, on va être en dessous là. Ces seuils qui sont évidemment dépendants des détails de leur contrat actuel. Il y a aussi
Et je pense qu'on est dans ce cas-là, mais je vous dis, je n'ai pas encore là lancé toute l'expertise juridique, mais si donc le client, l'hôpital, peut démontrer, ce qui à mon avis est effectivement le cas là, que seul l'éditeur qui lui a fourni la solution peut effectivement fournir l'évolution, et là, je ne vois pas comment un éditeur tiers pourrait aller intégrer l'INS dans une de vos solutions. En gros, il n'y a à peu près que vous qui pouvez l'intégrer. Je prends l'exemple de l'INS. Du coup, on est sur un cas où il a le droit de faire un avenant à son propre contrat sans repasser un marché. On est tout à fait d'accord. Donc voilà, donc il me semble, mais encore une fois, là, je prends toutes les précautions nécessaires et on fera travailler les juristes sur un guide à destination des établissements publics. Il me semble qu'on est justement dans un cas particulier où seuls les éditeurs peuvent faire évoluer leur propre solution là pour être conforme au Ségur et que ce n'est pas un tiers qui peut venir le faire. Et donc, a priori, on rentre dans cette possibilité-là. Merci. Olivier, Mathieu Rimier. Moi, j'ai une question. Donc là, on est en phase de démarrage. On est plutôt dans la phase où on va équiper les clients existants. Qu'est-ce qui se passe sur les prochains mois où si un premier éditeur est en phase de commande auprès de son client et de l'État, voire même en phase de déploiement ayant reçu tout le financement, et que dans les 6 mois, 1 an, le client final change de solution, est-ce que l'éditeur suivant peut redemander un financement Ségur ou pas? Non. Il est perdu? Non, donc ça, c'est derrière, ça veut dire que nous, il faut qu'on communique aussi suffisamment bien auprès des bénéficiaires, des clients finaux, pour qu'ils fassent leur choix en connaissance. C'est-à-dire, c'est sûr que s'ils vont changer 5 mois plus tard, il va falloir qu'ils fassent un choix, mais le plus logique, c'est qu'ils s'équipent du bundle prestation Ségur pour la deuxième solution plutôt que la première. En tout cas, ils ne pourront pas faire de demande, ça c'est clair. D'accord, donc on est vraiment sur une phase one-shot temporelle. Ouais. Et le seul moyen pour un second éditeur, c'est de valider avec le prospect client qu'il n'a pas déjà bénéficié de ce Ségur. Oui, Ok. exactement. Et nous, enfin, encore une fois, on va tenir le tableau, donc on va tomber dans le cas où on va avoir déjà eu la demande qui est tombée et on va dire il y a un problème. Très bien. Merci. Bon, bah écoutez, j'avance. Éligibilité de la commande, sans normalement pas de surprise là, donc il faut que ce soit postérieur à la date d'ouverture du dispositif. Après, il faut un dossier complet, etc. Et en particulier, donc là, il y a la notion des 120 jours que vous avez là, qui est maximale, donc pas plus de 120 jours. Toute demande qui aura plus de 120 jours entre donc la date de la commande et le dépôt du dossier complet à l'ANS sera rejeté. Voilà, sur donc conditions de conditions de prestation. Alors un point qui a été en fait décidé de manière transverse sur tout le programme là. Je pense qu'il nécessite qu'on s'arrête au moins 1 ou 2 minutes, c'est le côté portabilité. Donc ça, c'est une exigence qui dit les logiciels qui sont installés, donc les éditeurs qui bénéficient du paiement là, de l'État pour un client, doivent fournir donc une possibilité de portabilité qui peut être sous 2 formes. En gros, je vous fais la version super courte. Soit vous faites un mécanisme d'export et qui permet, alors script, requête, enfin ce que vous voulez, après c'est votre problème, mais qui permet de sortir l'ensemble des données qui sont contenues dans le risque, donc des données de santé, incluant les comptes rendus de radiologie sous un format standard. Soit, en fait, vous donnez à votre client la possibilité d'extraire un bundle base de données, un SQL dump ou autre si vous avez une autre techno, et toute la documentation associée qui permet d'aller récupérer l'information à l'intérieur de ces bases de données. Donc on ne force pas de schéma. Ce n'est pas le truc idéal, on aurait aimé le spécifier beaucoup mieux. C'est beaucoup de travail en fait de bien spécifier ça. Donc on a essayé d'être dans le meilleur compromis
à la fois pour le client et l'éditeur. C'est-à-dire, on sait bien que ce n'est pas super simple de développer ces fonctionnalités. À ce moment-là, plutôt se rabattre sur la transparence de ce qu'il y a dans les bases de données. Et sinon, si vous l'avez déjà, certains d'entre vous l'ont peut-être, le mécanisme d'export. Pour information, ça fait partie des éléments qui seront précisés. On a eu plusieurs éditeurs qui nous ont dit oui, mais si là c'est inclus, on va peut-être avoir un client qui tous les jours va nous demander de faire un export. Donc là, ça devient un gros problème. Et donc ces exports seront bornés au plus une fois par an et au changement de logiciel. Donc pour éviter le client qui demande un export toutes les semaines, quoi. Olivier, Jean-Baptiste Franceschini, médical. Est-ce que j'ai du mal à contextualiser la raison en fait de cette demande? La raison, c'est pour faciliter les changements. C'est pour pas se retrouver dans un système informatique qui bloque le client et où en fait, en théorie, tout est ouvert, mais en fait, il peut plus jamais en sortir parce que son fournisseur lui dit je sais pas, c'est 10 millions d'euros la clause de portabilité, et donc en fait, il a un contrat à un prix entre guillemets normal, mais en fait, il peut jamais sortir de son fournisseur parce qu'il peut jamais sortir des données. Parce que ce que je trouve un petit peu gênant, c'est que quelque part là, on touche à quelque chose qui est propre au modèle de fonctionnement d'une industrie où, bien sûr, qu'il y a des flux migratoires, des changements de la part des clients qui ont bien le droit de changer. Néanmoins, il y a quand même des usages dans notre métier qui font que déjà, il faut un petit peu s'organiser parce que c'est pas chose simple. Et je pense que le délai qui était donné de 7 jours est quand même très court. Voilà, qui ne prend pas forcément en compte la réalité des choses à faire. Et puis, on ne parle pas de prendre 7 mois non plus, hein, mais 7 jours, c'est très court. Et puis, effectivement, ça prend aussi du temps homme. Et nos contrats aujourd'hui prévoient cela, bien sûr, ce qu'on appelle une clause de réversibilité dans notre jargon, nous concernant. Mais effectivement, il y a quand même un coût. Alors, on essaie d'être quand même raisonnable, de pas prendre le client en otage parce que on sait tous que c'est un petit marché, qu'on n'a pas d'intérêt à mal se comporter. Mais il y a quand même un coût qui permet de prendre en compte effectivement ce que les gens qui vont travailler pour extraire en bonne et due forme les données. Oui. Voilà, c'est deux remarques que je souhaite faire. On le sait. Alors, sur les 7 jours, je t'avoue qu'on a harmonisé à l'extrême, c'est-à-dire que les 7 jours sont communs à l'ensemble des secteurs d'activité. Je prends note, puisqu'en réalité, on ne s'est même pas auto-challengé nous-mêmes là-dessus, on y allait un peu brutalement. Donc, je prends le point. Par contre, donc c'est en conscience qu'on l'a fait, et on se dit que ça vaut le coup, et tel qu'on l'a écrit, en fait, on le force un peu, que les industriels soient plus efficients, et donc qu'il y ait moins de temps humain et plus d'automatisme dans cette clause, puisque tel qu'on l'a rédigé, en effet, il ne peut pas y avoir 10 hommes en derrière à chaque fois qu'il y a un export, quoi, hein, c'est clair. Et donc, c'est en conscience qu'on s'est dit qu'en mettant ça, on forçait l'industrie aussi à être plus efficient pour le respect de cette clause. Alors, je pense que de mettre un cadre, effectivement, je comprends pour éviter des situations de blocage, bien que, je le répète, on est quand même sur un petit marché et que les comportements abusifs, en général, n'apportent pas grand-chose de positif à l'industriel qui se comporterait comme ça. Mais admettons qu'il faille effectivement un délimité dans le temps. Je pense qu'il faut être plus réaliste et on essaiera peut-être de discuter, on peut être force de proposition là-dessus. Et puis après, il y a le volet financier où je trouve que c'est une intrusion un peu dans les usages qu'on a, puis surtout dans la économique hein, qui est la nôtre, parce que pendant qu'on met des gens à faire ça, ils font pas autre chose. Et là encore, le but, c'est pas d'exagérer ou de tirer parti d'une situation parce qu'on a un client qui décide de prendre une autre route. Donc le but n'est pas d'exagérer, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne coûte rien. On pourra rentrer dans le détail, mais la doc et les schémas tables, une fois produits, je pense que les envoyer en email, ça ne coûte pas grand-chose. Les mettre sur le répertoire où on installe le logiciel, ça ne coûte pas grand-chose. Et ça remplit la fonction là. Donc après, si vous ne souhaitez pas le faire, du coup, on dit faut quand même que le client il se retrouve avec quelque chose. Mais en tout cas, il existe moi, je vois une possibilité qui, c'est clair, ne vous coûte rien en termes de temps humain.
On pourrait en parler, hein, mais je sais que, nous concernant sur une partie qui est hébergée, je ne vois pas donner la main. Après, moi, je suis pas la personne technique en capacité de mener la discussion, mais je ne vois pas donner la main comme ça. Et je sais d'ailleurs que c'est assez touchy pour les équipes qui le font, hein. Même chez nous, pas n'importe qui faire ces choses-là. Ok, bah en tout cas, on est assez ferme hein, là-dessus, et justement les pratiques que tu décris, on souhaite qu'elles évoluent un peu, et que notamment ces coûts, on souhaite clairement qu'ils soient beaucoup moins un frein demain au changement de fournisseur, quoi. Ok, bon, de mon point de vue, c'est une difficulté parce que je ne vois pas en quoi d'ailleurs, ce que ça, si tu me passes l'expression, ce que ça vient faire là. Je comprends l'idée, hein, mais voilà, je pense que c'est un positionnement un peu brutal et qui ne prend pas en compte une réalité, je le répète, non pas de pratiques abusives qu'il faut proscrire, mais tout simplement de bon sens et de réalité économique qu'il faut quand même laisser exister. Mm. On ne peut pas d'un trait dire, bon, ben, ça ne doit rien coûter, et en plus, ça doit se faire très vite. À mon sens. Je sais pas. Je te propose de m'envoyer les propositions. Je vous rappelle en fait que, et c'est normal, on instruit toutes les propositions. Maintenant, là, on est plus dans une précision et on est moins dans une négociation. Donc, vraisemblablement, on ne reviendra pas sur le point. Bon, ben écoutez, ok, j'entends. Et Olivier, ces éléments-là ont déjà été transmis à tous les couloirs? Ouais. D'accord. Et c'est la même clause, hein. Vous pouvez aller les voir. Je ne sais pas si l'hôpital devait être publié aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est publié ou pas. Olivier Siroc Mittard de Dédalus. Oui. C'est vrai qu'on n'avait pas vraiment discuté de tout ça en fait dans la task force. Et moi je rejoins Jean-Baptiste, hein. Je pense que c'est un sujet à mon avis qui est suffisamment complexe pour qu'il soit peut-être un peu plus détouré ensemble pour trouver le bon cadre en fait. Bah, c'est pour en rajouter une couche, hein, c'est un peu. Alors sur un DPI, c'est une vue de l'esprit, là, je comprends même pas. Et puis alors sur un PAX, je pense que si on se retrouve avec 7 jours, je pense aussi que c'est juste aussi. C'est pas conforme, c'est pas réaliste en fait. C'est pas réaliste, c'est pas possible sur un PAX. Si on parle des data, c'est pas possible. De la base éventuellement, mais des data, c'est pas possible. On n'est pas sur le PAX, là. J'entends qu'on n'est pas sur le PAX, mais enfin bon, sur un RIS, sur un groupe, Un gros risque, ça peut être aussi long. Moi, j'y crois pas. Du coup, je vous propose de me faire les retours là, et encore une fois, on instruira. On a encore un petit peu de temps, donc profitez de ce petit peu de temps pour me faire le retour là-dessus. Olivier, bon, sur le PAX, je confirme. Sur le RIS, ça me concerne un peu moins. Emric de GE. Par contre, par expérience, hein, je suis assez solidaire de ce que disent les gens du RIS. Cette volonté sur laquelle tu disais on ne reviendra pas, c'est quelque chose qui est voulu par toi et ton équipe, ou c'est une forme de pression que vous avez reçue des établissements parce que ça paraît bon, que les gens n'aient pas envie d'être pris en otage, ça on l'entend bien. Par contre, c'est du boulot et c'est souvent sous-estimé déjà au quotidien aujourd'hui, ces histoires de migration. Et a priori, c'est pas simple, hein, parce qu'on a tous des spécialistes dans nos entreprises pour s'en occuper. Donc c'est vrai que bon, il y a quand même c'est une volonté qui est de votre part, ou ça a été Alors, nous, vous l'avez vu, donc l'intégralité de tout ce qu'on a fait a été dans la co-construction, voire plus, puisqu'on a vraiment été alimenté hein, de tout ce qui est venu de l'écosystème. Et donc là, en effet, on a eu à la fois des éditeurs plutôt nouvel entrants et beaucoup de clients qui ont fait ces remarques. Et donc nous, après, on ne met pas automatiquement, hein, vous avez compris, chaque remarque, parce que sinon on aurait tout et n'importe quoi là-dedans. Donc on s'est vraiment posé et on s'est demandé est-ce que c'est le rôle de l'État ou pas d'encourager en fait, faciliter ces changements. Et on s'est dit oui.
clairement. Encourager la concurrence et faciliter ces changements, c'est notre rôle de le pousser. Et donc, c'est pour ça qu'on y allait. Ok. Je confirme, hein. Bon, on fera des propositions, hein, mais je ne comprendrai pas qu'on ne revienne pas sur ce point parce que pour moi, dans sa durée, il n'est pas réaliste, alors qu'il pourrait l'être, hein. Si on adapte la durée, ça peut devenir réaliste. Et puis sur le coût, je ne vois pas pourquoi, enfin tout travail mérite salaire, je ne vois pas pourquoi ces choses-là doivent être, surtout que quand il s'agit de faire des choses qui doivent être bien faites, hein, parce que une extraction de données, si c'est mal fait, ça peut bien sûr avoir des incidences qui sont gênantes. Et donc, je ne comprends pas cette volonté de faire enfin, de forcer à la gratuité de cette prestation qui est pas, comment dire, qui est pas basique en fait, qui n'est pas simple à réaliser. Quand on dit gratuité, c'est on paye, on va voir juste après les montants, et si c'est pas viable, c'est pas viable et personne n'y va, hein. C'est ça le point. Mais à la fin, on paye, hein. Oui, mais alors peut-être que j'ai mal compris quelque chose, mais le client qui quitte une structure, un éditeur, et qui demande à juste titre ces données, je pense qu'il y a une prestation qui est prévue parce que là, je vois sans surcoût. Voilà, ben nous, on dit, en fait, en gros, là, ce qu'on dit là, c'est ça doit être le plus automatisé possible. Ça doit être le plus automatisé possible, ce qui fait que derrière, le client peut l'activer et que sans surcoût, ça veut dire que vous êtes organisé pour que, grosso modo, vous puissiez absorber le fait qu'il vous le demande, quoi. Bon, je suis tout à fait ouvert pour parler avec des équipes, pour échanger d'un point de vue technique sur le fait que l'idée de la moulinette, pour reprendre l'expression consacrée par les clients, qui permettrait par un coup de baguette magique de faire ces trucs-là, ça tient pas vraiment, hein. Mais bon, on en reparlera. Je pense qu'il y a un sujet. Ok, bah encore une fois, hein, faites-moi les retours rapidement pour le coup, et on instruira. Ok. J'avance dans la suite. Donc là, on dit, donc juste après, je présente les barèmes, mais on dit ce barème, c'est un max. Donc vous êtes libre, on ne se fait pas d'illusions, mais quand même, si vous êtes libre de fixer le prix que vous voulez en dessous de ce montant. Par contre, on ne payera pas plus. Et le montant ne peut pas être supérieur. Et donc, ce qui sera payé, ça sera le max de ce que vous aurez choisi et du barème, du barème indiqué. Le point sur la TVA, je ne sais pas s'il y en a. Je ne suis pas sûr qu'en radiologie, il y ait grand monde qui soit concerné, mais il existe des acteurs aujourd'hui qui ne sont pas soumis à la TVA. Et donc, dans ce cas-là, en fait, le barème, ce que vous voyez là à gauche, il est retranché de la TVA. Donc, le montant, il est TTC, celui qui est indiqué. Mais si c'est un acteur éventuellement non soumis à la TVA, il faut adapter le montant. Voilà. Juste une remarque, Olivier, mais Oui. c'est dans le sens où c'est pas le client final, lui, qui est facturé. Oui. Donc l'acteur, c'est forcément un partenaire. Alors je mets de côté les filières qui, dans les DPI, existent et qui ont cette particularité, on va l'appeler comme ça, de pouvoir facturer hors taxe, hein, parce que ça peut s'appeler autrement, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Du coup, sur les éditeurs de RIS, à ma connaissance, on est tous assujettis à la TVA. Donc, en Je fait, pense, ouais. c'est vrai que je trouvais étonnant au départ de voir des montants qui étaient en fait exprimés TTC. Alors là, j'ai pas compris ton point. Pour moi, ce qui serait étonnant, ça serait de les voir hors taxe. Ben, si je comprends bien, en fait, nous, la facture, d'ailleurs, elle va être faite de qui Sera vers qui? TTC. La facture, elle sera TTC. Ouais. Et donc, nous, on en prend l'intégralité, y compris la TVA. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que nous, on facture le client final et que c'est dans ce sens-là que ça se fait? C'est le client final qui est facturé TTC. Alors, en fait, ce qui devrait se passer, c'est vous aurez une double facture. Une pour le client final, s'il n'y a que la prestation Ségur, ça sera 0.
avec l'État prend en charge, et vous nous envoyez ça, et nous, on prend en charge la partie du barème, et il faudra que vous nous déclariez, puisqu'en fait, c'est un achat pour compte, donc nous, en gros, on paye à la place d'eux. Donc, si le client final avait payé la TVA, on la paye, et si le client final ne l'avait pas payé, on ne la paye pas. En l'occurrence, je pense que sur les RIS, tous les éditeurs et les clients, ils sont soumis. Donc, je pense qu'on sera toujours TTC. Je pense, Olivier, c'est Rockmitard Dédalus. Tu as raison, on est tous assujettis, je pense, à la TVA, mais dans la définition de ce que tu donnais, où en fait, c'est pas forcément l'éditeur qui porte le contrat, je pense qu'il y a quand même des cas où des gens comme le CIB ou autres, ils portent des contrats risques. En fait. Il faut voir. En tout cas, nous, dans l'objectif de ne pas de favoriser ou discriminer certaines structures, du coup, on a mis en place ce double barème, en fait. Envoyez-moi s'il y a un sujet. En gros, la question, c'est est-ce que potentiellement ce qui est écrit là crée une inégalité que vous auriez identifiée? Et donc, s'il y a un scénario, dites-le moi, en fait. Envoyez-moi en retour si vous pensez qu'il y a un trou dans la raquette, quoi. J'avance sur les barèmes. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous sont allés les voir, parce que c'est, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Donc, l'élément là, le nombre d'examens, je ne vais pas revenir dessus. Donc, ça continue un tout petit peu après. Donc, c'est la somme de ce qui est calculé sur la base de ce qui est géré par le RIS sur la base numéro AM et ou finesse. Il y aura des cas hybrides. Donc, ça nous donne une tranche qui définit à la fois le financement et puis, vous l'avez vu, les exigences en termes de formation. Et ça nous donne un niveau de financement TTC. Je ne sais pas si ça amène à... Si, peut-être je peux vous dire comment ça a été calculé. Je ne sais plus si je voulais mentionner. Mais donc, on a fait un certain nombre de sondages, donc, où beaucoup d'entre vous en ont probablement participé. On a eu des très gros écarts dans les propositions. En gros, ça variait du simple x10, ce qui démontre que ce n'était pas simple de pricer ce qu'on est en train de présenter. On n'était pas forcément dans la caricature, c'est-à-dire que ce n'était pas les éditeurs qui poussaient tout vers le haut et puis les clients qui poussaient tout vers le bas. Donc, en particulier, je crois que la deuxième solution, la deuxième proposition la plus basse, c'était un éditeur. Donc, voilà. Nous, on s'est dit, bon, très bien, et qu'est-ce qu'on en fait de ça? On s'est dit qu'on allait plaquer un modèle. Donc, si vous regardez en fait derrière, là, si vous reconstruisez, il y a un modèle derrière qui est qu'il y a un forfait de départ. Donc, celui-ci, il a été mis à la main. Et puis après, il y a un taux d'accroissement. Et ce taux d'accroissement, il a été calculé en fait selon l'ensemble des propositions qui ont été faites. Donc, on s'est dit, on ramène toutes les propositions sur le modèle. On regarde en gros de combien les éditeurs, indépendamment du montant global, ils estiment que ça doit varier d'une tranche à l'autre. Et c'est comme ça qu'on a construit en fait le barème et qu'on est arrivé à ces montants-là. Donc, on a plaqué un modèle à deux variables, le montant de départ et puis l'accroissement ensuite de pas en pas, et qu'on a estimé à partir de ce qui avait été proposé. Je ne vous garantis pas qu'on fera ça la prochaine fois, mais en tout cas, sur l'ensemble des couloirs, on a eu cette diversité, en fait, donc sur l'ensemble des task force et des sondages qu'on a eus, donc radio, mais les autres secteurs d'activité, on a eu cette grande diversité qui démontrait que ce n'était pas simple de pricer, y compris pour les clients, y compris pour les éditeurs. Et on a toujours essayé quand même d'aller se calquer le plus possible à ce qui nous était proposé, compte tenu des budgets qu'on avait et de la réalité qu'on estimait derrière. Voilà. Je fais une remarque, toujours Jean-Baptiste. Oui. Alors, je comprends déjà la complexité que ça devait représenter. Le fait d'avoir cette variabilité et de l'avoir modélisé, je pense que l'idée est bonne. De mon côté, la vision qu'on en a, c'est que sur alors je ne sais pas si mes collègues partagent ça, ils peuvent peut-être avoir une vision très différente, mais je trouve que les premières tranches sont basses par rapport au travail que ça nécessite.
Et plus précisément, je trouve que les trois premières tranches sont basses. On s'est vraiment posé la question, hein, Jean-Baptiste, puisque au ratio du prix payé, en fait, les petites tranches sont celles qui sont le plus élevées en ratio du prix payé actuel. En fait, toute la question, c'est de se dire, est-ce qu'on est juste en train de regarder en gros un connecteur et avec un prix fixe pour tout le monde, flat, tout le monde exactement au même niveau, ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui a une évolution plus structurelle du logiciel, où on est plus en rapport avec le prix du logiciel? Et au final, on a choisi en gros un compromis entre les deux là, puisque sur les tranches basses, alors en effet, on est sur un niveau bas, mais finalement assez élevé en proportion de ce qui est payé, et avec quelque chose qui décroît. La bonne nouvelle, on verra ce que ça donne à la fin 2022, c'est que l'argent n'est pas perdu. Il y aura une vague 2 et qu'il sera toujours éventuellement possible de corriger justement le modèle en vague 2 si on s'est trompé pour venir corriger les défauts du modèle en vague 1. Mais en tout cas, enfin, honnêtement, ce n'était pas simple et je pense que tous ceux qui ont contribué là parmi vous à essayer de proposer un prix payé se sont rendus compte que l'exercice était difficile, quoi. Moi, je comprends bien que c'est complexe. Après, c'est vrai qu'en général, les premières tranches, ou en tout cas les prix sont toujours un peu plus élevés parce qu'il y a une mise de départ, évidemment, pour s'équiper qui est incontestable. Mais c'est vrai que sur les premières tranches à 3 750 € ou 6 667, quand on regarde 6 années de maintenance quand même à prendre en compte, et puis du temps de prestation et de déploiement, et puis les questions inhérentes à la mise en marche de tout ça, parce qu'on touche quand même à de nombreux modèles et à de nombreux usages en fait pour les utilisateurs, sans compter la réalisation et le développement. Voilà, je peux pas ne pas faire cette remarque. Non, je comprends ce que tu dis. Et en fait, on avait un dilemme aussi, mais qu'on n'a pas réussi à trancher vu qu'on voulait un modèle simple. C'est qu'on sait que derrière, en fait, les petites tranches, il y a des réalités de clients différentes, notamment certains clients, pour certains de vos produits, qui en fait aujourd'hui ne souscrivent plus à aucun contrat, qui ont des solutions qui continuent de vivre, mais avec aucun contrat support, et des vieilles solutions, et dont on sait en fait que l'effort va être très important pour les migrer, ceux-là. Et donc, en gros, derrière cela, il y a deux réalités. Il y a ceux qui ont réellement souscrit à des solutions qui sont, je dirais, modernes, en tout cas up-to-date, qui vont bénéficier de cette Presta Ségur. Et puis ceux qui traînent derrière, entre guillemets, avec des vieux logiciels où certains d'entre vous vont faire le choix de ne pas supporter. Et en gros, c'est deux modes très, très différents. Et on sent bien que ça va être difficile d'aller chercher ceux qui sont sur des vieux logiciels. Mais justement, c'est là où on se dit qu'en étant transparent sur les contraintes qu'on mettra à l'avenir, ces clients devraient faire le choix de, pour le coup, payer eux aussi une partie des frais parce qu'il y aura un effort important pour les migrer d'une solution plus vieille à une solution une mise à jour, quoi. Donc c'est un choix en conscience, je dirais, celui-ci, quoi. Olivier, j'ai une petite question, c'est Rockmutard Dédalus. Oui. Tu as dû faire le calcul, ça donne quoi finalement la projection si tous les clients passaient correctement finalement, sur l'ensemble des RIS, le montant de la vague 1 en fait sur la base de ces barèmes? Sur l'ensemble là, on doit être un tout petit peu moins de 20 millions. D'accord. J'avance. Après, moi, je ne peux pas donner les informations commerciales des uns et les autres. Je vous avoue d'ailleurs que je ne l'ai pas fait, même si je pense pour l'immense majorité d'entre vous, je pouvais connaître le chiffre presque à l'euro près. Je ne l'ai pas fait dans le rush, quoi. Mais je pense que vous le ferez largement aussi bien que moi. Par contre, je trouvais intéressant de vous donner aussi les équilibres, les 55 millions dans le privé et les 35 dans le public. Ça vous permet aussi, vous, de vous situer. Et pour le coup, c'est un chiffre qu'on peut donner, donc je trouvais ça intéressant pour vous, quoi. Ok, j'avance. Mettre à disposition. Donc le service de calcul, à nouveau, hein, vous m'écrivez un email et je vous rajoute dans la whitelist. J'avance sur la partie versement. On a déjà abordé ces points. Modalité du versement. Normalement, il n'y a rien de fondamental là-dedans. Non, on a déjà parlé de tout ça. Information décrite, premier point. Montant prise en charge. Donc ça c'est le point qu'il faudra mentionner
Donc là, on est, je crois, sur la partie commande. Donc, encore une fois, il faudra isoler la partie Ségur du reste du devis éventuellement quand on est dans les cas complexes, par exemple des clients qui doivent complètement changer de solution. Le bon de commande, scénario d'installation. Alors, scénario d'installation, j'y viens, mais donc, encore une fois, on fait de l'achat pour compte, mais il y a des situations d'installation qui sont différentes d'un client à l'autre. Alors, je pense en particulier et aux cliniques privées, donc les services de radio rattachés à des cliniques et à l'hôpital public, où en gros, il peut y avoir deux choix, soit un envoi direct de la solution logicielle, et par solution, on entend l'ensemble du ou des composants qui sont venus se faire référencer, soit et ou, donc ça peut être aussi les deux en même temps, un envoi à un logiciel tiers, type un DPI, type un EAI, type une plateforme d'intermédiation à l'hôpital. Et donc, du coup, ça sera au client final d'exprimer le type d'installation qu'il souhaite avoir. Et par contre, derrière, on a du coup, donc des scénarios d'installation, on a des vérifications qui sont différentes. Donc là, je déroule un petit peu le document. Là-dessus, donc probablement rien de très important. Et on arrive à ce point-là, qui était ce que j'étais en train de dire. Donc là, on est sur les scénarios d'installation, donc qui devront être déclarés et donc, je dirais, commandés par le client. Et en fonction de ce qui est commandé, c'est-à-dire, bon, si c'est un cabinet de radio libéral sans connexion à un hôpital, vraisemblablement, il fait ses envois, point. Donc là, on est sur un truc assez simple. Si on est associé à une clinique ou dans le cas d'un établissement public, l'établissement public, je pense qu'il y a la majorité qui voudront probablement faire les envois via un logiciel tiers. Et ils vont essayer de centraliser en fait tous leurs envois par un même logiciel. Donc là, on sera plutôt, je pense, hein, mais après, il y aura différentes réalités, des envois qui seront faits par ce que j'ai appelé des logiciels tiers. C'est tiers à la solution, hein, là, c'est-à-dire que c'est tiers à l'ensemble du bundle qui aura été référencé, qui peut lui-même être deux logiciels, par exemple, hein, mais des établissements qui diront très bien, vous arrivez avec ce bundle, mais nous, de toute façon, on a notre solution pour envoyer. Et l'autre possibilité qu'il y a en radio, c'est d'avoir les deux. Je pense notamment aux cabinets et ou aux services de radio associés à des cliniques qui feront probablement le choix d'envoyer eux-mêmes leur activité, mais qui renvoient aussi tout à la clinique. Et donc là où on a des Y, quoi, des vrais Y. Et donc en fonction du scénario d'installation, soit c'est vous au sens du représentant du fournisseur du bundle qui faites l'envoi. Et donc là, nous, on n'aura besoin que de la déclaration de votre part que les 10 premiers comptes rendus sont partis. Pardon. Et on ira faire des contrôles. Les contrôles seront réalisés a posteriori. Donc on fera confiance par défaut et on ira vérifier ensuite. Par contre, ils seront posteriori mais systématiques. Donc on a les statistiques d'envoi et donc on pourra aller vérifier que les envois ont bien été réalisés, que ce soit du côté DMP, messagerie pro ou messagerie patient. Et par contre, sur les flux qui sont complètement intra-établissement, donc vers un logiciel tiers, là, du coup, on demandera au client, enfin à votre client, de faire la vérification. Donc voilà. Donc ça veut dire que là, on n'a pas encore mis sur le site, mais il y aura un formulaire à remplir. Et dans la commande, dès la commande, ça devra être indiqué. Mon client me demande, enfin, donc je me mets à votre place, mon client me demande soit qu'à envoi direct, soit qu'à indirect, soit les deux. Et donc, en fonction, évidemment, suivant la case, là, on demandera les documents qui correspondent au scénario d'installation. J'avance. Demande de solde. Gestion des indus, je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler. C'est qu'à la fin, s'il y a des fausses déclarations ou des prestations non réalisées, on ira rechercher les financements qui auront été versés. Et la toute dernière page, elle vous permet à vous, notamment pour toute la partie numéro AM, d'aller bien vérifier quels sont les examens qui sont comptabilisés comme un examen. Donc ça, vous avez tous les codes, là vous avez toute la liste là, des codes de facturation à l'assurance maladie.
et donc qui compteront pour +1 à chaque fois que vous en avez un. Donc, en gros, c'est à peu près tous les actes de radio. On a enlevé de mémoire donc les forfaits archivage et peut-être un ou deux autres, quoi. Donc voilà. On arrive au bout. Est-ce que vous avez des questions? Encore? Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que c'était assez clair. Si Olivier, j'ai une question, moi. Oui. Donc, MTG Software, toujours sur la partie financement à l'usage Oui. pour le radiologue. Oui. Est-ce qu'on pourrait préciser l'articulation autour du forfait structure? Parce que c'est pas très clair dans l'esprit, en fait. Je ne peux pas le préciser parce que c'est en cours de négociation. Donc, je ne peux pas vous dire sur quoi on va aboutir. Mais vraisemblablement, un financement qui est directement dépendant des envois, là, que ce soit au DMP ou à la par messagerie aux patients et aux professionnels. Donc, ce Mais serait en complément du forfait structure? Ce serait par-dessus? Ce serait en remplacement? alors, ce qu'on est en train de discuter, le forfait structure, il y a plusieurs volets. Il y a le volet 1 et le volet 2. Honnêtement, c'est plutôt du côté de l'assurance maladie, hein, là, que les négociations sont en cours. Donc, je vous donne le cadre général, mais je ne suis pas dans les toutes dernières discussions. On serait plutôt sur un complément du côté volet 2 pour les 2 années 22 et 23 et quelque chose qui basculerait dans le volet 1 sur le plus long terme. Très bien. Olivier, de mon côté, du coup, on touche à la fin de la réunion, donc je te donne donc mon ressenti, ou plutôt je le reformule, hein. Donc bon, pour le financement, je trouverais pertinent de se reposer la question sur les premières tranches, donc je ne sais pas ce qu'il est possible de faire ou pas. Et puis encore une fois, un commentaire, parce que ça nous touche aujourd'hui sur le RIS, et donc il y a fort à parier que ça nous touchera sur le PAX si c'est le même raisonnement qui est tenu, non seulement en termes de délai, bien que j'ai compris que tu avais pris en compte que sur un PAX, il y avait des réalités de calcul et de processeurs qui donnaient quand même la mesure. Mais sur le principe du coût zéro, je trouve que, moi je ressens ça comme un prétexte pour faire un peu une ingérence sur nos modèles économiques et sur notre manière de travailler. Et je le vis assez mal, c'est-à-dire de se dire, bon, de toute façon, les gars, on va leur faire signer un truc, là, s'ils veulent toucher le Ségur, et comme ça, on va leur mettre la laisse sur le fait que les récupérations de données, ça doit être gratuit. Je trouve que c'est pas bien. Ok, Jean-Baptiste, merci, bien pris. Voilà. C'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non. Non, c'est clair. C'est clair, ouais. Par rapport à nos échanges qu'on a eus précédemment, c'est la restitution de nos précédentes réunions et échanges. Surtout, ce qui est important là aussi pour nous, c'est de s'assurer que l'outil qu'on vous met à disposition, en gros, il donne bien les mêmes chiffres que vous, qu'on n'ait pas d'écart et de mauvaises surprises. Donc là, tant que ça tombe bien, on a encore au moins une bonne semaine là pour que vous puissiez tester. Donc, allez tester parce que normalement, on a les mêmes infos vu que sur la partie libérale, c'est ce qui est déclaré à l'assurance maladie. Donc, sauf cas d'un changement de client, normalement, on a exactement les mêmes infos que vous. Et sur l'autre partie, c'est ce qui a été déclaré par les établissements, mais qui est normalement aussi issu des statistiques d'activité de vos logiciels. Donc, on devrait avoir les mêmes, mais n'hésitez pas quand même à bien tester justement pour être sûr qu'il n'y a pas de loupé, parce que, encore une fois, après, l'outil fait foi. Et en fait, les écarts entre ce que vous auriez pu calculer et ce que nous, on aura pu calculer, ils devront se régler avant que vous alliez voir vos clients. Donc, autant les identifier le plus tôt possible, quoi, et comprendre s'il y a des écarts, d'où ils viennent.
De manière générale, question Kylian Lopez, de manière générale, si pour un cas particulier, parce que là on va chacun de notre côté en tester une bonne partie et probablement les plus importants, mais si on se rend compte dans les mois à venir que sur un cas particulier, les statistiques qui ont été remontées ne sont pas conformes, on peut passer, enfin on aura un système pour Ouais. Donc remonter. ça, en termes de suivi, donc alors l'agence des services et paiements, vous avez compris là, elle va travailler, mais elle va vraiment entrer dans le jeu un tout petit peu plus tard, plutôt octobre, peut-être même novembre. Donc il y aura un site où vous pourrez poser des questions. On mettra toutes les réponses sur une FAQ pour qu'elles puissent bénéficier à l'ensemble de l'écosystème, qu'on n'ait pas entre guillemets, de réponses unilatérales qui ne bénéficient pas à l'ensemble. Par contre, pour le traitement de ces cas particuliers, j'espère qu'ils seront peu nombreux. Donc là, en fait, ce qu'on fera, c'est que si on a un désaccord, on vous demandera d'aller justifier le fait qu'on ait un désaccord. J'attire quand même votre attention sur un point. C'est justement le cas où il y a 2 risques dans le circuit de facturation. Et donc où potentiellement il y a un risque qui produit l'examen, mais qui envoie l'information à un deuxième risque qui lui-même en fait l'envoie au téléservice de l'assurance maladie. Donc c'est bien le premier risque qui doit contribuer au calcul, quoi. Et après, il y a aussi toutes les structures type GIE qui en fait sont des structures hybrides public-privé, où alors je ne connais pas très bien les montages, mais où potentiellement peut y avoir 2 éditeurs derrière. Donc là, moi, mon avis, c'est qu'il vaut mieux que vous vous mettiez en accord entre vous sur vraiment bien délimiter le périmètre et pas avoir une mauvaise surprise après qu'on vous dise bah non, demande retoquée parce que c'est votre collègue ou votre concurrent qui a déjà fait cette demande. Ok. Merci à tous. Merci. Ouais, merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au Bon revoir à week-end. tous. Au revoir. Au revoir. Bon week-end.